Bonjour, je suis Rachid Antonius, professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Je voudrais vous proposer ici quelques réflexions critiques sur la façon dont on utilise le concept d'islamophobie dans la lutte contre le racisme anti-musulman. Ce racisme entrave les processus d'intégration des personnes de culture musulmane ou de foi musulmane qui essayent de s'intégrer dans les sociétés occidentales et au Québec en particulier. Mais la question est mal abordée dans les milieux antiracistes et voici pourquoi. Un exemple va me permettre d'entamer cette discussion qui vient de l'Ontario, province voisine du Québec. Le conseil scolaire de la ville de Toronto a publié à la fin du mois de septembre 2017 un manuel pour les éducateurs pour mieux les aider à comprendre l'islam et à lutter contre les préjugés. Or, dans ce manuel, on définit l'islamophobie comme étant, je cite, la peur, les préjugés, la haine ou l'hostilité dirigée envers l'islam ou les musulmans ou envers la politique de l'islam et sa culture. En anglais, towards Islamic politics or culture. Le texte poursuit, l'islamophobie est similaire à d'autres types de discrimination tels que l'antisémitisme, l'homophobie et le racisme. Cette façon de définir l'islamophobie a des conséquences graves. Elle implique que si on analyse de façon critique les politiques associées à des partis politiques qui se réclament de l'islam, par exemple, ou même les diverses conceptions de la politique dans l'histoire musulmane, ça pourrait être une forme d'islamophobie qui ici est prise au sens de racisme. C'est d'ailleurs en tant que racisme que l'islamophobie est appréhendée par un courant important dans les milieux universitaires. Si on définit l'islamophobie ainsi, cela entraîne des confusions conceptuelles sur l'analyse des manifestations du racisme anti-musulman et donc sur la lutte contre ce racisme qui en est affecté de façon négative. Cela entraîne entre autres une réaction assez négative de la part de courants politiques et d'individus qui ne sont pas racistes, qui ont une attitude positive envers l'islam et les musulmans, mais qui veulent pouvoir critiquer les politiques qui se revendiquent de l'islam ou critiquer l'idéologie des partis islamistes comme on critique n'importe quoi d'autre. Le fait qu'une institution officielle, qui a un rôle important dans l'éducation des citoyens, prenne à son compte une telle définition de l'islamophobie confère à cette définition une légitimité qu'elle ne mérite certainement pas. Compte tenu des implications que nous avons soulignées, cette prise de position est grave. Heureusement, le manuel a été retiré pour revoir la définition, suite à des protestations. Mais sans les protestations exprimées, il n'aurait peut-être pas été retiré. Il reste à voir par quoi le conseil scolaire va remplacer cette définition. Cet incident du conseil scolaire de la ville de Toronto est symptomatique d'une tendance assez générale qui a été mise au jour ici de façon explicite, mais qui est sous-jacente dans d'autres initiatives qui prétendent lutter contre l'islamophobie. Cette conception de l'islamophobie se manifeste aussi dans le dénigrement, dans certains milieux antiracistes, des personnes issues de la culture musulmane qui critiquent l'islamisme et qui critiquent certains accommodements que l'on fait avec l'islam politique. Ces personnes sont souvent accusées de nourrir l'islamophobie ou même d'être elles-mêmes islamophobes en vertu de cette logique. Quelquefois, elles sont même accusées d'avoir intériorisé une logique de domination des blancs, entre guillemets, envers les racisés. Le conseil scolaire de la ville de Toronto a retiré le manuel pour faire cette correction quelques jours à peine après sa parution, à cause des protestations contre cette définition. Il faut préciser que ces protestations tout à fait justifiées ne sont pas venues des groupes antiracistes, mais d'un groupe de droite et de la presse populiste qui a sauté sur l'occasion pour tenter de délégitimiser la lutte contre l'islamophobie. Même si cette définition a été retirée, elle révèle quelque chose, elle révèle l'effet du travail militant qui a été fait en arrière-plan pour que cette définition soit incluse dans ces termes-là, dans un manuel destiné aux éducateurs et éducatrices de la ville la plus importante au Canada. Cette histoire révèle une ambiguïté profonde dans l'analyse dominante du racisme anti-musulman. En effet, le terme islamophobie est employé pour désigner trois choses différentes.
un racisme anti-musulman d'abord, et dans ce sens, l'islamophobie est évidemment moralement et politiquement condamnable. Deuxièmement, une peur, une attitude quelquefois irrationnelle de méfiance et de panique dès qu'on est confronté au symbole de l'islam, et donc un désir exprimé de ne pas les voir. Là, on rejoint le sens premier du terme phobie, une phobie de l'islam, de ses symboles et de ses manifestations, ce qui peut contribuer évidemment à mettre en place un climat favorable au racisme anti-musulman. Mais le terme islamophobie est aussi utilisé dans un troisième sens pour délégitimer toute critique du projet politique associé à l'islam politique. C'est cela que cet extrait du manuel qui a été retiré du conseil scolaire de la ville de Toronto a illustré. Et c'est ce troisième sens qui est privilégié par les courants islamistes, qui, en participant aux travaux des organismes de lutte contre le racisme, tentent d'amener ces organismes à adopter des définitions et des postures politiques qui associent la critique du fondamentalisme islamique à du racisme. En amalgamant ces trois définitions ou significations du terme, volontairement ou pas, dans la lutte contre le racisme anti-musulman, on est mal outillé pour analyser ces manifestations, les manifestations de l'islamophobie ou du racisme anti-musulman. Entre autres, on perd l'appui des personnes issues des communautés musulmanes qui sont conscientes de l'effet destructeur du fondamentalisme islamique sur les sociétés à majorité musulmane et sur le vivre ensemble dans les autres sociétés, et qui luttent pour l'égalité et la liberté dans leur société d'origine. Ces personnes sont nombreuses. Elles ne se reconnaissent pas dans la lutte contre l'islamophobie telle que discutée dans l'espace public, car elle est fondée sur des définitions ambiguës qui ont pour conséquence d'exercer des pressions pour faire taire les critiques de l'idéologie islamiste. De nombreux exemples concrets existent pour illustrer ce fait. Je vous référerai au livre de Karima Bennoun, juriste américaine d'origine algérienne, livre qui s'intitule « Your fatwa does not apply here », où elle fait dans son introduction une analyse importante de ce dont je parle ici. C'est pour cela que je prétends que cette façon de définir l'islamophobie est contre-productive. Mais comment est-ce qu'on en vient à faire ce type d'erreur quand on se situe dans une mouvance progressiste? Je crois qu'on peut trouver une explication partielle dans les considérations suivantes. L'islamisme a réussi à mêler intimement trois aspects de l'expression publique collective de l'islam. Le premier aspect est cultuel, c'est-à-dire qu'il concerne tout ce qui se rapporte à la pratique de l'islam comme religion, les prières, les rituels du culte, les institutions qui vont avec. Mais l'islam s'exprime aussi en tant qu'identité. Pour l'immense majorité des musulmans, indépendamment de leur degré de pratique d'ailleurs, l'islam est aussi une identité. Il s'agit là d'une identité culturelle et non pas religieuse, mais elle est déterminée au départ par l'appartenance à des collectivités qui se définissent par la religion. Et ceci complique un peu le problème. Cet aspect de dimension identitaire est exacerbé par les processus d'assignation identitaire que l'on expérimente quand on est en situation de minorité. Et finalement, il y a une expression politique de l'islam, des partis politiques qui se réclament de l'islam, des gouvernements islamiques qui veulent mettre la charia au cœur de leur vision de l'ordre politique, du pouvoir, de l'État, etc., le tout soutenu par une idéologie, force diversifiée par ailleurs, qui s'est renforcée au cours des 50 dernières années. Ce que l'islam politique a réussi à faire au courant de ces 50 dernières années, c'est de mêler étroitement ces trois dimensions. De telle sorte que si on critique des aspects de l'islam politique, des aspects proprement politiques ou idéologiques associés à l'islam politique, certaines personnes se sentent visées dans leur identité, dans leur dignité. Elles sentent ça comme une attaque personnelle. Certaines visions du monde qui sont liées à l'islam politique en tant que tel ont été transposées dans le domaine des pratiques religieuses et ont acquis un degré de sacralité qui les met hors du champ de la critique.
C'est là qu'intervient le rôle du wahhabisme, qui d'une part a promu cet amalgame entre ces trois aspects des manifestations de l'islam, et d'autre part lui a donné un contenu très rigide, inspiré de l'école hanbalite. Par exemple, vous avez des fatwas qui viennent d'institutions crédibles qui disent « Notre religion et notre prophète nous ordonnent de ne pas être amis avec des non-musulmans ». La plupart des courants salafistes estiment qu'un bon musulman ne doit pas être loyal ou ami avec des non-musulmans. Cette vision du monde est politique. Elle dicte le type de rapports sociaux qu'on peut avoir avec les autres citoyens sur la base d'une vision politique, mais justifiée religieusement. Dans la mesure où elle est transposée dans le domaine du culte, elle brouille les cartes. Ceci est illustré par un document promis par les autorités de l'islam saoudien intitulé Nawaqid al-Islam al-Ashr, les 10 éléments qui font que vous n'êtes plus musulman, et que j'ai retrouvé sur les sites de plusieurs mosquées, salafistes ou pas, au Québec, et qui dit explicitement manifester de la loyauté aux non-musulmans est l'une des 10 choses qui font que vous n'êtes plus musulman. Une telle attitude ne favorise pas la bonne entente avec la société d'accueil, évidemment. Et pourtant, si vous la critiquez, vous pourriez être accusé de nourrir l'islamophobie. Et j'ai des témoignages là-dessus. La mouvance qui lutte contre le racisme anti-musulman a repris de façon implicite cet amalgame des trois modalités d'expression de l'islam sans développer une critique par rapport à cet amalgame. De telle sorte que toute critique des aspects politiques de l'islam sont vécues comme une atteinte à l'identité et à la dignité des personnes qui souscrivent à cet ordre politique, et donc ces critiques sont associées à du racisme. C'est ce qui explique que les responsables du manuel dont j'ai parlé plus haut n'ont pas vu le problème de leur définition avant sa publication. Une autre illustration est fournie par le débat sur le port du voile intégral, le niqab au Canada. Certains organismes de droits humains et certains militants estiment que vouloir interdire le voile intégral dans des fonctions officielles, telles par exemple des postes d'enseignement, est un acte islamophobe. Or, si on fait la distinction entre islam politique et islam tout court, on peut prendre une posture critique qui interdit, par exemple, qu'une professeure de langue puisse enseigner au secondaire en se cachant entièrement le visage, sans que cela ne relève de l'islamophobie. On peut bien sûr développer des analyses et des arguments qui appuient une telle position à partir d'une posture de défense des droits humains. Mais si on ne distingue pas les trois manifestations de l'islam évoquées plus haut, si on ne développe pas les outils conceptuels pour faire cette distinction, le résultat est que la lutte contre le racisme anti-musulman devient moins crédible auprès de nombreux citoyens de culture musulmane ou pas. Et ceci explique, seulement en partie, ceci explique en partie le glissement à droite de personnes qui ne trouvent pas auprès d'une certaine gauche une prise en compte crédible et nuancée de la montée de l'islamisme dans une perspective de lutte antiraciste. J'ai développé cette argumentation ailleurs. La conclusion que je voudrais proposer est la suivante. Il est nécessaire, pour lutter efficacement contre l'islamophobie, de prendre en ligne de compte, dans nos analyses, les manifestations du fondamentalisme islamique sous ses diverses formes, violentes et pacifiques. Si on n'intègre pas, dans notre compréhension de l'islamophobie, de sa définition même, dans l'analyse de ses causes, une compréhension cohérente, élaborée et profonde du fondamentalisme islamique, on devient moins efficace dans la lutte contre cette forme de racisme, et je dirais même qu'on devient contre-productif. Je vous soumets donc cette idée à l'effet qu'une véritable lutte contre le racisme anti-musulman nécessite une prise en compte de ce que signifie l'islamisme, non seulement dans ses manifestations violentes, non seulement dans ce qu'on appelle le terrorisme, mais surtout dans sa vision de l'ordre social et du rapport à l'autre. Cette prise en compte de l'islamisme nous amènera à reconsidérer ce qui peut être qualifié de racisme anti-musulman et ce qui en diffère.
Elle doit être intégrée dans notre compréhension des processus sociaux qui produisent l'islamophobie et le racisme anti-musulman, et par conséquent dans nos luttes pour la justice sociale et contre toute forme de racisme ici et ailleurs. Je vous remercie.